Bonjour, ici Élie Duquet et bienvenue à votre magazine sportif Sur le plateau. Aujourd'hui, plusieurs sujets très intéressants nous attendent. En effet, on parle avec Xavier Derosby d'un jeune footballeur québécois, Félix Lafleur. On parle aussi à Titouan Bussière de la réouverture de la piscine du cégep de Jonquière. On parle à Mathieu Bonenfant du dernier combat de Georges Saint-Pierre dans l'Octogone. On parle aussi à Marianne Gay des dernières qualifications en patinage de vitesse qui se sont déroulées à Calgary. On parle aussi à Jérémy Bezeau du conditionnement en salle, un sport à découvrir. Et aussi, juste avant, on débute avec Clément Vallée. Bonjour Clément. Bonjour Élie. Alors, tu nous parles d'un étudiant du cégep de Jonquière qui participe à un camp d'entraînement national d'Ultimate Frisbee. Oui, effectivement, Renaud Drouin, un étudiant à l'ATM, va participer au camp d'équipe Canada junior d'équipe d'Ultimate Frisbee. Et son objectif est clair, faire partie de l'équipe. Même si ça ne fait que 2 ans que Renaud joue au Ultimate Frisbee, il s'est développé très rapidement en jouant un rythme effréné et notamment en étant surclassé de catégorie, en jouant avec l'équipe senior de Sherbrooke, ce qui fait qu'il se dit maintenant prêt à intégrer l'équipe nationale junior d'Ultimate Frisbee. Il y a eu une belle progression, mais est-ce que vous pourriez nous parler de ses débuts dans l'Ultimate Frisbee? Oui, bien en fait, Renaud a eu un début assez typique. Il a débuté au niveau scolaire et il a rapidement intégré le niveau compétitif parce qu'il adorait le sport. Et au niveau compétitif, puisqu'il performait, il a été surclassé et il a rejoint le Sherbrooke Gentlemen's Club, qui est l'équipe senior de Sherbrooke qui affronte les meilleures équipes du Québec. Et l'an dernier, il a rejoint aussi Équipe Québec. Et cet été, il a participé au championnat canadien avec cette même équipe pour mener la province à une 5e position qui est très respectable. Vraiment des très bons résultats. Est-ce que tu pourrais nous expliquer maintenant comment se déroule le camp d'entraînement d'Ultimate Frisbee? Oui, bien, le camp se déroule en 3 étapes. Il y a d'abord les Prospect Camps qui se déroulent dans l'entièreté du pays, où là, les joueurs vont se présenter, mais dans le seul but d'être évalués, des petites notes par les entraîneurs, mais rien ne compte réellement. Ensuite, il y a la première étape qui se déroule à Toronto, la première vraie étape, où là, une 60aine de joueurs vont se diriger et les entraîneurs vont en garder une 30aine pour se rendre à Vancouver en février prochain, où les entraîneurs compléteront l'équipe et sélectionneront les 18 joueurs qui seront membres de l'équipe junior. Une fois que l'équipe de 18 joueurs va être complétée, est-ce que tu sais à quel tournoi les joueurs vont participer? Oui, les joueurs vont participer à plusieurs tournois prestigieux, notamment le Team Canada Invite, où Équipe Canada invite plusieurs équipes à venir faire un tournoi. Il y a aussi plusieurs autres tournois aux États-Unis où l'équipe affrontera les meilleures formations d'Amérique du Nord. Et il y aura finalement le championnat du monde junior qui se déroulera cette année soit à Hawaï ou en Italie. Excellent. Alors, on souhaite la meilleure des chances à Renaud Drouin et merci beaucoup Clément Vallée d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Élie. Avec le temps des fêtes qui arrive à grands pas, plusieurs personnes prendront comme décision de se mettre en forme et de prendre un abonnement au gymnase. On est aujourd'hui avec Jérémy Bezeau qui nous en parle davantage. Bonjour Jérémy. Bonjour Élie. Effectivement, le 1er janvier prochain arrive à grands pas. Et qui dit début de la nouvelle année dit début des résolutions, hein Élie? Oui, effectivement. Oui, donc comme à chaque année, plusieurs Québécois achèteront une passe annuelle pour aller au gymnase de leur quartier. Maintenant, on va s'intéresser à savoir comment y rester au gymnase. Et on s'est entretenu avec Steven Michaud, un adepte de ce sport depuis maintenant 3 ans. Justement, pourrais-tu nous dire comment on fait pour rester motivé à aller au gymnase quotidiennement? Pour être motivé, là, on doit ne pas y aller seul, c'est-à-dire y aller avec un ami, préférablement quelqu'un qui s'y connaît, là, parce qu'au début, on le sait, là, avec les machines, ce n'est pas toujours évident, Élie. Non, c'est sûr, mais si jamais on est seul, est-ce qu'il y a une autre option? Est-ce qu'il faut y aller quand même au gymnase? Ah oui, même si on est seul, là, on doit y aller, on n'a pas le choix, hein. Donc, comme Steven nous mentionne, il y a plusieurs personnes qui sont malheureusement seules lorsqu'ils vont au gymnase ça arrive. C'est ça, il y a des circonstances. On conseille fortement de prendre un entraîneur personnel parce que, c'est important là, de savoir ce qu'on fait au gymnase. Il y a sans aucun doute des avantages à l'entraînement, mais est-ce qu'il y aurait aussi des désavantages à s'entraîner? Oui, c'est sûr qu'il y a des désavantages, mais cependant, en ce qui a trait aux avantages, parce qu'on va commencer avec des avantages, c'est bon pour la santé, là, que ce soit physique ou mentale, et on peut dépasser ses limites également. Maintenant, en ce qui a trait aux désavantages, Élie, là, au début, hein, quand on va au gymnase pour les toutes premières fois, là, on ne connaît pas toujours bien son corps au niveau musculaire. C'est donc dire qu'il y aura risque de blessure. Donc, la meilleure façon, selon vous, de commencer l'entraînement en salle, ce serait d'y aller progressivement.
Oui, effectivement, l'important, ce serait d'y aller progressivement. Là. Steven Michaud, là, la personne que je me suis entretenu avec, là, ça fait 3 ans, là, et il y va à 5 à 6 jours par semaine. On dit là, au début d'y aller 3 jours semaine. Et si vous avez besoin de repos, n'hésitez pas, prenez une journée de congé, il n'y a pas de problème. Alors, excellent. Merci beaucoup pour ces précieux conseils qu'on va mettre en application sans aucun doute. Alors, merci beaucoup, Jérémy. Merci, Elie. On est toujours très fiers lorsque des gens de la région performent dans un sport et aujourd'hui, on a justement la chance d'accueillir Marianne Guay qui a participé aux dernières compétitions de patinage de vitesse à Calgary avec nous. Bonjour Marianne. Bonjour. Pourrais-tu nous parler justement de qu'est-ce qu'est la compétition nationale? Oui, donc la qualification nationale, c'est une compétition de patinage de vitesse sur courte piste de niveau national qui se déroule sur 4 jours. C'est les 64 meilleurs garçons et filles qui s'affrontent en vue des championnats canadiens juniors et seniors plus tard au cours de la saison. Et pour y avoir été, pourrais-tu nous dire comment la compétition s'est-elle déroulée? Oui, en fait, chez les filles, c'est vraiment le Québec qui s'est démarqué. On peut le voir par le classement cumulatif. C'est sur les 3 premières positions, nous avons 2 athlètes québécoises. Du côté des garçons, ça a été vraiment différent. Les athlètes de toutes les provinces ont vraiment su s'accaparer des premières positions. Nous avions aussi 6 athlètes de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont participé. Ils ont tous eu des bons résultats. Maud Tremblay a terminé 11e, Karina Montmini 23e. J'ai terminé 35e. Merci. Mélina Tremblay 39e. Chez les garçons, Samuel Villeneuve a terminé 21e et Justin Bergeron 34e. Et outre les résultats, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont retenu l'attention? Oui, en fait, tout au long de la compétition, il y a vraiment eu plusieurs chutes, puis ça a nuit à plusieurs patineurs, dont Flavie Larochroy, une patineuse originaire de Roberval qui évolue maintenant à Calgary. Elle a tombé et elle a dû se retirer de la compétition. Elle est encore en traitement pour une commotion cérébrale. Et ça, c'est assez triste parce que je suppose que pour des patineuses comme toi, bien, il y a de l'importance qui est accordée à cette compétition-là. Oui, exactement. La compétition est très importante. En plus, elle est au début de l'année, donc elle aura des répercussions pour toute l'année, pour toute la saison. Oui, pour les patineurs juniors, ils veulent se qualifier pour les championnats canadiens juniors. Et les 20 premières positions au cumulatif vont être invitées aux sélections nationales seniors, la compétition la plus importante vraiment de notre niveau. Alors Marianne, je te souhaite la meilleure des chances pour l'avenir et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Maintenant, on parle de combat extrême. On parle du dernier combat de Georges Saint-Pierre dans l'octogone contre Michael Bisping. On a la chance d'accueillir avec nous Mathieu Bonenfant. Bonjour Mathieu. Bonjour Élie. Comme on le sait tous, Georges Saint-Pierre est revenu dans l'octogone samedi dernier, un combat contre Michael Bisping après un gros 4 ans d'absence. C'est quand même très, très important. Et il affrontait, comme je vous dis, Bisping, qui était le champion du monde de poids moyen, car Saint-Pierre, un retour triomphal dans une nouvelle catégorie, qui devient champion du monde de poids moyen à son tour. Il est resté solide pendant les 3 rondes. Il a réussi à emmener son adversaire au sol de multiples reprises et finalement gagné par soumission au 3e round. On était tous très fiers là, que ça s'est produit. Mais là, on sait, et il l'avait dit préalablement à son combat, que si jamais il perdait son combat, eh bien, il allait mettre un terme à sa carrière. Mais là, comme il a gagné son combat, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite de sa carrière? C'est difficile à dire, puisque Saint-Pierre, il est déjà rendu à l'âge avancé de 36 ans. Du coup, ce qui est certain, c'est qu'il est à ses derniers combats. Peut-être son avant-dernier ou même son dernier, peut-être, qui s'en vient. On a évoqué le nom de Tyron Woodley, qui est le champion du monde de poids mi-moyen, l'ancienne catégorie de Saint-Pierre. Mais d'autres pensent qu'un combat entre Georges Saint-Pierre et Conor McGregor serait possible. C'est sûr que ça serait très vendeur comme combat, mais est-ce que la différence de poids entre les deux combattants, ça ne serait pas une espèce de frein à ce combat-là? En effet, Élie, il y a une très, très bonne différence de poids entre les deux, mais Saint-Pierre, il ne faut pas oublier qu'à la base, son poids se situe autour de 170 livres, qui est le poids pour un combattant mi-moyen. Et McGregor est déjà monté à 170 livres dans le passé. Donc, un combat entre les deux serait possible, mais ce serait vraiment un combat très, très important dans la UFC. Et très intéressant. Et brièvement, assez rapidement, est-ce qu'on a une idée du nombre de personnes qui ont visionné le combat dernier entre Georges Saint-Pierre et Michael Bisping? Oui et non, pas au Québec, malheureusement, parce que le gala UFC 217 était un gala, dans le fond, ça prenait un abonnement ou un achat directement pour le visionner. Du coup, au Québec, puisqu'aucune chaîne sportive ne le présentait, c'est difficile d'avoir un chiffre exact. Mais on sait que seulement sur la chaîne Fox aux États-Unis, on a eu 1,2 million de téléspectateurs, ce qui est vraiment
un record pour ce soir. Oui, alors, de bonnes nouvelles pour Georges Saint-Pierre. Merci beaucoup, Mathieu Bonenfant. Merci, Élie. Alors, excellente nouvelle pour les étudiants du Cégep de Jonquière. Finalement, la piscine est ouverte. Alors, on est présentement avec Titouan Bussière. Bonjour. Titouan, si la piscine est réouverte, c'est parce qu'elle est fermée. Mais pourquoi a-t-elle fermé? Ben, tout à fait. Donc, la piscine du Cégep de Jonquière, elle est fermée depuis le mois d'avril de cette année pour une réfection majeure. En fait, beaucoup de choses ont été refaites à l'intérieur, à commencer par les vestiaires masculins et féminins qui ont été entièrement refaits en céramique pour en faciliter l'entretien. En plus, donc, une mezzanine a été construite pour assister aux compétitions. Et selon toi, ça, est-ce que c'est un investissement important pour le Cégep? Oui, tout à fait. C'est un investissement de près d'1 million de dollars, quand même, ce qui n'est pas rien pour un Cégep. Mais il y a eu beaucoup de questionnements concernant l'utilité de cet investissement au sein du Cégep, parce que c'est 1 million de dollars pour offrir un service aquatique, ce qui fait quand même beaucoup. Mais voilà, bon, c'est le seul bassin de 50 mètres de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc c'est un investissement qui est quand même utile pour le Cégep. Donc, ça fait rayonner le Cégep dans la région. Tout à fait. Et quels sont les nouveaux équipements qui ont coûté le 1 million de dollars? Ouais, donc ce qui a coûté cher, en fait, c'est donc principalement la réfection des vestiaires, mais aussi l'éclairage et le système de son ont été entièrement refaits à neuf. Donc ça, c'était important. Un tableau électronique pour les compétitions a été ajouté et voilà. Et la peinture a été entièrement refaite aussi, mais voilà, la piscine est de nouveau très belle. Donc, on s'est vraiment modernisé. Tout à fait. Je sais pertinemment que pour les résidences Piekogami, c'est gratuit pour les gens qui veulent accéder à la piscine. Mais est-ce que tu as d'autres tarifs à nous dire? Donc c'est gratuit pour les gens des résidences et il y a un tarif spécial en fait, pour les étudiants du Cégep qui participent à un cours d'éducation physique. Et ensuite, pour les personnes extérieures ou les étudiants qui n'ont pas de cours d'éducation physique, la tarification est à la pièce. Et rapidement, est-ce qu'on a eu des rétroactions des usagers? Est-ce que les gens sont contents? Tout à fait. Donc, au niveau des clubs qui se servent de la piscine, les gens sont souvent très contents. Donc, c'est vraiment bon pour le Cégep. Alors, si les gens sont contents, on est contents aussi. On était très contents de t'accueillir en studio Titouan Bussière. Merci beaucoup. Merci, Élie. Maintenant, on parle d'un jeune footballeur québécois. On parle de Félix Lafleur avec Xavier de Roseby. Bonjour, Xavier. Bonjour, Élie. Alors, parle-nous-en davantage. Qui est Lafleur? Félix Lafleur, c'est un jeune receveur de passe de 6 pieds 2 pouces, 185 livres, natif de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vient justement de terminer sa saison recrue au sein des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Avant de jouer pour les Géants, il a joué pour les Diablos de la Prairie dans une ligue civile. Puis ensuite, il a rejoint les Obélix de la polyvalente Chanoine-Armand-Rasco en 2014 pour y jouer 3 ans. Ça fait maintenant 8 ans que Félix joue au football. On sait que ce fut une saison d'apprentissage pour les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et aussi, malgré ses 8 ans d'expérience, ça a été une saison d'apprentissage pour Félix Lafleur. Oui, bien une saison difficile pour les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu qui ont terminé la saison avec une fiche d'1 victoire et 8 défaites. Mais Félix m'a mentionné qu'il ne faut pas paniquer parce que les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une jeune équipe. Une jeune équipe qui ont perdu plusieurs vétérans la saison passée, dont le quart arrière étoile Dimitri Morin, qui lui est maintenant avec les Carabins de l'Université de Montréal. Donc, c'est une jeune équipe qui va juste continuer de s'améliorer. Et individuellement, de son côté, Félix est satisfait de sa première saison. Il a pris beaucoup en maturité et il a appris beaucoup aussi. Et puisqu'il a appris, à quoi est-ce qu'on devrait s'attendre pour Félix Lafleur pour la saison prochaine? Une amélioration mentale, mais aussi physique sur le terrain? Bien, les décisions finales reviennent certainement aux entraîneurs, mais Félix aimerait être plus souvent sur le terrain, autant à sa position que sur les unités spéciales. Il aimerait aussi gagner 15 livres pour atteindre les 200 livres et pouvoir s'imposer davantage physiquement. Donc, ça a été une des lacunes dernièrement des receveurs des Géants, s'imposer physiquement avec les blocs. Il aimerait aussi apporter plus de leadership autant sur le terrain que dans le vestiaire. Et tu as parlé de l'ancien corps arrière des Géants qui est maintenant corps arrière pour l'Université de Montréal, les Carabins. Est-ce que tu crois qu'un sort semblable pourrait arriver à M. Lafleur? C'est certainement possible parce qu'il travaille pour s'y rendre. Il m'a même mentionné que, selon lui, sa carrière serait incomplète s'il ne jouait pas universitaire et qu'il aimerait être le prochain Laurent Duvernay-Tardif de ce monde, donc lui qui joue avec les Kansas City Chiefs dans la NFL. Alors, de grandes aspirations pour un jeune homme. Oui. Merci beaucoup, Xavier, de ta présence aujourd'hui. Et c'est déjà tout pour nous. Merci énormément aux nombreux chroniqueurs qui sont venus aujourd'hui. Donc, il y avait Xavier de Roseby, on avait Titouan Bussière, Mathieu Bonenfant, Marianne Gay, Jérémy Bezeau et Clément Vallée. Mais surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, qui sont toujours avec nous pour en apprendre davantage sur le merveilleux monde du sport. Alors, merci beaucoup, bonne journée et à la semaine prochaine.